Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration un peu spéciale. On va plonger dans Révolution, Ah oui, un livre qui nous emmène réfléchir sur l'humanité, la science, l'univers. tout un programme. Accrochez-vous, il y a des connexions vraiment étonnantes et des questions qui nous poussent à remettre en question pas mal de choses. J'ai hâte d'entendre ça. Moi aussi. Ouais. Ce qui m'a vraiment frappé dès le début, c'est ce paradoxe de l'humanité. Oui. On est capable du meilleur comme du pire. Comment expliquez-vous cette dualité ? C'est vrai que l'auteur souligne bien cette tension entre notre potentiel pour le bien et puis notre histoire souvent un peu sombre. Ouais, c'est ça. C'est comme si on était tiraillé entre deux forces opposées. Exactement. Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est une observation profonde et l'auteur suggère que reconnaître notre propre ignorance déjà et puis embrasser l'immensité du cosmos, ça pourrait nous aider à comprendre un peu mieux cette dualité. C'est un appel à l'humilité en quelque sorte. Oui, face à l'univers. Il propose aussi l'idée de l'univers comme une vibration constante. Oui. On retrouve cette notion dans la théorie des cordes, bien sûr, Oui. mais il va plus loin hein, en l'appliquant à notre ADN et même au trou noir au sein des quarks. N'est-ce pas un peu audacieux ? Alors c'est vrai que ces dernières idées ne sont pas encore validées par la science, mais l'auteur nous invite à explorer ces connexions potentielles, garder l'esprit ouvert, et c'est ce qui rend ce livre si captivant. Il nous pousse à sortir des sentiers battus. Et en parlant de sortir des sentiers battus, on plonge maintenant dans le monde fascinant de la physique quantique. Ah oui? Un domaine qui peut paraître presque magique Absolument. pour les non-initiés. Mais l'auteur a le talent de rendre ces concepts complexes accessibles. Par exemple, pour expliquer l'importance de Max Planck. Oui. Il utilise l'analogie de la lumière et des couleurs. Ah oui, il explique que Planck a révolutionné la physique en démontrant que l'énergie existe en paquets discrets appelés quantiles. Et il utilise la lumière pour illustrer ce concept. Exactement. Chaque couleur que nous percevons correspond à un niveau d'énergie différent d'un photon. C'est une manière très intuitive et visuelle de comprendre la quantification de l'énergie. Ok, mais là où ça devient vraiment mind-blowing, c'est avec la superposition. Oui. Un objet quantique qui existe dans plusieurs états simultanément, c'est difficile à saisir. L'analogie du photographe est assez parlante. Je trouve l'auteur compare l'observation d'un objet quantique à la prise d'une photo d'un objet en mouvement. Oui. La vitesse d'obturation détermine si on fige l'objet ou si on capture son mouvement. De la même manière, lorsqu'on observe un objet quantique, on le force à choisir un état. Oui. On fiche sa superposition. C'est fou, non. On dirait presque que l'observation influence la réalité. C'est un peu ça, oui. Et que dire l'intrication ? Deux particules liées même à des distances astronomiques qui s'influencent instantanément. Alors, l'intrication, c'est l'un des phénomènes les plus étranges de la physique quantique. L'auteur prend soin de démystifier l'idée d'une communication plus rapide que la lumière. Ce qui est partagé, c'est l'état quantique, les particules, l'information, Oui. et non de la matière ou de l'énergie. L'auteur mentionne aussi le débat historique entre Einstein et Bohr. Oui. Sur ce sujet, Einstein était sceptique. Il imaginait des particules avec des propriétés prédéterminées, comme des gants dans des boîtes, alors que Bohr pensait que l'état d'une particule n'était défini qu'au moment de la mesure. Et c'est Alain Aspect qui a finalement donné raison à Bohr avec son expérience. Ah oui. Ces travaux ont confirmé que les particules intriquées ne forment qu'un seul état quantique, même séparées par de grandes distances. C'est comme si elles étaient connectées par un fil invisible, Oui, au-delà de l'espace et du temps. exactement. Et n'oublions pas l'effet de tunnel, ce phénomène où les particules traversent des barrières d'énergie apparemment infranchissables. L'auteur utilise l'image des ondes radio traversant les murs. Au niveau quantique, les objets ont une nature à la fois onde et corpuscule, ce qui leur permet de franchir des obstacles qui semblaient insurmontables. Imaginez les possibilités si on pouvait appliquer ce principe à notre échelle. Après ce voyage dans le monde quantique, on change de cap pour explorer l'intelligence artificielle, un domaine qui est en train de révolutionner notre monde. Oui, l'auteur explique comment l'IA apprend par essai et erreur en utilisant des réseaux de neurones artificiels. C'est une approche fascinante qui s'inspire du fonctionnement du cerveau humain. Il prend l'exemple des voitures autonomes qui apprennent à conduire grâce à des millions de simulations. C'est bluffant de voir comment l'IA peut maîtriser des tâches aussi complexes. C'est une révolution par rapport à la programmation traditionnelle où chaque situation devait être codée manuellement. Avec l'IA, on crée des systèmes capables d'apprendre et de s'adapter par eux-mêmes. Il mentionne aussi les gens, les réseaux antagonistes génératifs.
Bon. Deux réseaux de neurones qui s'affrontent. Ouais. L'un générant de l'information et l'autre la discriminant. C'est une technique très puissante qui permet de créer des modèles d'IA incroyablement performants. ChatGPT, par exemple, utilise cette approche pour générer du texte de manière créative. En effet. Et l'auteur insiste sur l'importance d'un développement responsable de l'IA. Oui, Ses capacités sont immenses, mais il est crucial de l'utiliser à bon escient. absolument. L'IA soulève des questions éthiques fondamentales. Il est essentiel de réfléchir aux implications de son développement et de s'assurer qu'elle est utilisée pour le bien de l'humanité. On aborde ensuite un sujet qui me fascine particulièrement, la conscience. Où se cache-t-elle? Comment fonctionne-t-elle? L'auteur explore les différentes tentatives de localiser la conscience dans le cerveau, Oui. mais il présente aussi une théorie plus audacieuse, la théorie Rorschach. Elle propose que la conscience réside au niveau quantique, D'accord. dans les microtubules des cellules. C'est une théorie controversée, Oui, mais fascinante. Elle suggère que la conscience pourrait être un phénomène fondamental de l'univers, et non pas simplement le produit d'activités neuronales. c'est une perspective qui ouvre des horizons nouveaux sur la nature de la réalité et de notre place dans l'univers. Et l'auteur va plus loin en remettant en question l'idée d'un soi unique et immuable. Il souligne l'influence de notre environnement, de nos gènes et même de nos bactéries sur nos pensées et nos actions. Notre soi est en constante évolution, Oui. façonné par une multitude d'interactions. C'est une vision qui nous invite à reconsidérer notre rapport à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. On est loin de l'image d'un moi, isolé et indépendant. Effectivement, l'auteur nous montre que nous sommes interconnectés, à la fois au niveau biologique et au niveau cosmique. On arrive maintenant à la question de la quête de sens inhérente à la condition humaine. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est notre moteur? L'auteur explore notre peur de la mort et comment elle influence notre recherche de sens souvent de manière irrationnelle. Face à notre finitude, Oui. nous cherchons à donner un sens à notre existence, à laisser une trace. Il compare cette peur à la volonté de vivre, présente chez tous les êtres vivants. Oui. Mais chez l'humain, cette volonté prend une dimension particulière, car nous sommes conscients de notre propre mort. C'est cette conscience de notre finitude qui nous pousse à nous interroger sur le sens de la vie. Et l'auteur nous surprend en introduisant un élément inattendu, le rôle des bactéries dans notre système digestif. Ah oui. Des bactéries qui influenceraient notre comportement, y compris notre réponse à la peur. C'est une découverte étonnante qui met en lumière l'importance de notre microbiote intestinal pour notre bien-être mental. Notre deuxième cerveau, comme on l'appelle, parfois joue un rôle crucial dans notre équilibre émotionnel. Alors, après avoir exploré la conscience et la peur de la mort, l'auteur nous propose une vision d'un monde plus juste et pacifique. Oui, il identifie 3 poisons qui, selon lui, sont à l'origine de nombreux conflits, l'ignorance, le désir de possession et la peur de la perte. Ces 3 poisons alimentent un cercle vicieux de violence et de souffrance. Comment s'en libérer? L'auteur propose des pistes concrètes pour construire un monde meilleur. Il plaide notamment pour l'utilisation de l'énergie libre, en particulier l'énergie solaire. Le soleil nous offre une quantité d'énergie colossale et son exploitation pourrait résoudre de nombreux problèmes. En éliminant la rareté des ressources, on pourrait mettre fin à de nombreuses guerres et conflits. Tout à fait. L'auteur imagine un monde où l'énergie est accessible à tous gratuitement. Un monde où la coopération et la solidarité remplacent la compétition et l'égoïsme. C'est une vision utopique, mais inspirante. Pas forcément utopique. L'auteur nous montre que nous avons le potentiel de créer un tel monde. Il appelle à une transformation radicale de nos valeurs, à un abandon de notre obsession pour la croissance économique et le consumérisme. Il nous invite à imaginer un futur où le bien-être et l'épanouissement de tous sont au cœur de nos sociétés. Un futur où la nature est respectée, où la paix est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, il ne se contente pas de pointer du doigt les problèmes. Il propose des solutions concrètes, des pistes pour bâtir ce nouveau monde. Oui, et c'est là que le livre devient vraiment porteur d'espoir. On a parlé de l'énergie solaire, mais il aborde aussi la question de la monnaie. Un sujet qui peut sembler un peu aride, mais qui est fondamental. Absolument. L'auteur remet en question le système monétaire actuel, basé sur la dette et la spéculation. Il propose une approche plus juste et équitable, un système qui ne soit pas fondé sur l'accumulation de richesses par une minorité, mais qui permette une distribution plus harmonieuse des ressources. Il explique que la valeur de l'argent n'est qu'une construction sociale, une convention. On pourrait tout à fait imaginer un système différent, plus en phase avec les besoins réels de l'humanité et de la planète. C'est une idée qui mérite d'être explorée.
Imaginez un monde où l'argent ne serait plus un obstacle à l'épanouissement de chacun, où les ressources seraient utilisées de manière responsable et durable. L'auteur évoque aussi l'impact de la robotique et de l'intelligence artificielle sur le monde du travail. Un sujet qui suscite beaucoup d'inquiétudes, Oui, notamment concernant la disparition d'emplois. l'auteur, il nie pas ses inquiétudes, mais il propose une vision plus nuancée. D'accord. Il prédit la disparition progressive des emplois pénibles et répétitifs, ce qui pourrait libérer du temps pour des activités plus créatives et épanouissantes. C'est une perspective intéressante. Imaginez un monde où le travail ne serait plus une obligation pour survivre, mais un choix pour s'épanouir, pour contribuer à la société. Ce serait une véritable révolution sociale qui nous permettrait de repenser nos modes de vie et nos priorités. On pourrait consacrer plus de temps à nos passions, à nos relations, à la découverte du monde. L'auteur aborde également la question de l'éducation, Oui, un pilier essentiel pour construire un avenir meilleur. il plaide pour un système éducatif qui ne se limite pas à la transmission de connaissances, mais qui encourage la curiosité, l'esprit critique et la créativité. Une éducation qui nous prépare à être des citoyens responsables et engagés capables de faire face aux défis du XXIe siècle et de contribuer à la construction d'un monde plus juste et plus durable. Exactement. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des connaissances, Bon. mais de développer notre capacité à penser par nous-mêmes, à remettre en question les idées reçues et à proposer des solutions innovantes. Et pour illustrer ses propos, l'auteur nous emmène faire un voyage fascinant à travers l'histoire de l'humanité. Il retrace les grandes étapes de notre évolution de nos origines primitives à nos sociétés modernes, en mettant en lumière les facteurs qui ont conduit aux conflits et aux inégalités. Il analyse notamment la transition du nomadisme à la sédentarisation, l'apparition de l'agriculture, le développement des villes, l'émergence des États, les moments clés qui ont façonné nos sociétés et nos modes de vie. Il montre comment ces changements ont bouleversé nos relations sociales en créant de nouvelles formes de pouvoir et de domination. Il nous invite à prendre conscience de ces dynamiques historiques pour mieux comprendre les défis auxquels on est confronté aujourd'hui. C'est un exercice salutaire. Comprendre le passé pour mieux construire l'avenir. Et l'auteur ne se contente pas d'une analyse théorique. Bien. Il nous donne des exemples concrets, des récits inspirants. Il cite notamment le cas de sociétés primitives qui vivaient en harmonie avec la nature et pratiquaient le partage et la coopération. Des modèles de vie différents qui nous montrent qu'il est possible de vivre autrement en dehors des modèles dominants basés sur la recherche du profit. Il mentionne aussi des expériences sociales plus récentes, comme celle du général Norodom Shantar Rongse au Cambodge, Oui. qui a créé une société rurale prospère basée sur l'entraide et la solidarité. Ces exemples, bien qu'issus de contextes différents, ont un point commun et ils mettent en avant la coopération, le respect de la nature et le bien-être collectif comme fondement d'une société harmonieuse. L'auteur souligne que nous avons le pouvoir de choisir un autre chemin, Oui. de créer un monde plus juste et plus durable. Mais ce choix exige un engagement, une prise de conscience collective. Il nous appelle à devenir des acteurs du changement, à remettre en question nos croyances, à nous ouvrir aux autres et à agir pour construire un monde meilleur. C'est un appel à l'action, une invitation à ne pas rester passif face aux injustices et aux souffrances qui nous entourent. Il nous encourage à nous engager dans nos communautés, à soutenir les initiatives citoyennes, à faire entendre notre voix pour défendre les valeurs qui nous sont chères, la justice, la paix, la solidarité, le respect de la vie sous toutes ses formes. Et il nous rappelle que ce changement commence par nous-mêmes, par notre propre transformation intérieure. Il nous invite à cultiver la bienveillance, la compassion et la sagesse pour devenir des êtres humains plus éclairés et plus responsables. C'est en changeant nous-mêmes que nous pouvons contribuer à changer le monde. L'auteur aborde aussi un sujet souvent tabou, la mort. Oui. Comment l'apprivoiser? Comment donner un sens à notre existence face à notre finitude? Il explore notre peur de la mort et comment elle peut nous paralyser, nous empêcher de vivre pleinement. Il nous invite à accepter notre finitude, à voir la mort comme une partie naturelle du cycle de la vie, non pas comme une fin, mais comme une transition. Il nous encourage à vivre chaque instant avec intensité, à savourer les petites joies du quotidien et à donner du sens à notre existence. Et il nous rappelle que la vie est précieuse et qu'il est de notre devoir de la protéger et de la respecter aussi bien la nôtre que celle des autres êtres vivants. C'est un message d'espoir, un appel à célébrer la vie et à la transmettre aux générations futures. L'auteur termine son livre par un appel à l'éveil. Comment ouvrir les yeux sur la réalité du monde? Comment ne pas rester indifférent face aux injustices? Il nous exhorte à prendre conscience des souffrances qui nous entourent, à ne pas détourner le regard. Il nous encourage à ne pas rester passifs face à la violence, à l'exploitation et à la destruction de notre planète.
Il nous appelle à agir, à nous unir pour créer un monde plus juste, plus durable et plus pacifique. Un monde où la liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas de vains mots, mais des valeurs vécues au quotidien. L'auteur nous laisse avec un message d'espoir. Il nous rappelle que nous avons le pouvoir de changer le monde, de créer un futur meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Il nous invite à croire en l'humanité, à ne jamais perdre espoir et à agir pour construire un monde plus juste et plus beau. C'est un message puissant, un appel à l'action, une invitation à devenir les artisans d'un monde meilleur. Ce qui est remarquable dans ce livre, c'est qu'il ne propose pas des solutions simplistes. Non. L'auteur ancre sa vision dans une compréhension profonde de la science, de l'histoire et de la spiritualité. Oui, il tisse des liens entre ces différents domaines Ça. pour nous offrir une perspective globale et éclairante. Il nous montre que la science peut nous aider à comprendre le monde, mais que la sagesse et la compassion sont essentielles pour construire un avenir meilleur. Ce qui m'a particulièrement interpellée, c'est qu'il n'hésite pas à aborder des sujets controversés, Ah oui? comme l'eugénisme, la fusion entre l'homme et la technologie, la nature même de la conscience. Ce sont des questions qui soulèvent des défis éthiques et philosophiques considérables. Oui. L'auteur ne donne pas de réponse toute faite, mais il nous encourage à réfléchir, à débattre, à chercher ensemble des solutions. C'est ce qui rend ce livre si stimulant. Il nous pousse à sortir de notre zone de confort, à remettre en question nos certitudes, à explorer de nouveaux horizons de pensée. Après cette plongée dans Révolution, une question me taraude l'esprit. Si on parvenait à créer ce monde d'abondance, d'énergie gratuite où la rareté n'existerait plus, Oui. quel type de société construirions-nous? Serions-nous enfin capables d'atteindre une paix durable ou de nouvelles formes de conflits émergeraient-elles? C'est une excellente question. Oui. L'auteur nous fournit des outils pour imaginer ce futur. Mais c'est à nous de le construire. Oui. Ce qui est certain, c'est que ce monde ne se fera pas tout seul. Il nécessitera un engagement collectif, une volonté partagée de créer un avenir meilleur. Merci de nous avoir accompagnés dans ce deep dive. J'espère qu'il vous aura donné matière à réflexion et qu'il vous inspirera à votre tour à devenir des acteurs du changement. N'oubliez jamais que chaque geste, chaque action, aussi petite soit-elle, peut contribuer à la construction d'un monde plus juste et plus pacifique. À bientôt pour de nouvelles explorations.